Et avec nous, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Catherine Tricot, merci également d'être avec nous. Bonjour Catherine, directrice de la revue Regard. On va parler de la Nouvelle-Calédonie. Une semaine après le début des émeutes, Emmanuel Macron salue de nets progrès en matière de sécurité, mais la situation reste tendue. Comment sortir de la crise? Faut-il renoncer à la réforme constitutionnelle? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Alex, on va parler des européennes. Et on évoquera un candidat à gauche qui se présente comme le candidat anti-NUPES. C'est Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche. C'est à suivre dans le club. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Info dans nos régions du côté de Marseille. Marseille qui a perdu celui qui restera une figure emblématique de la cité phocéenne, Jean-Claude Gaudin, décédé hier à l'âge de 84 ans. Il a été 25 ans maire de Marseille. On va y aller justement. On retrouve Renaud Muselier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, vous connaissiez évidemment très bien Jean-Claude Gaudin. Vous avez commencé votre carrière politique à ses côtés. Vous avez fait d'ailleurs votre carrière à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Jean-Claude Gaudin? Ça a été la première fois où on a fait l'unité en France, en fait, entre l'UDF et le RPR. Moi, j'étais jeune chef du RPR ici, à la plus grosse fédération. Lui était patron de l'UDF, j'étais chiracien, il était giscardien, il était prof, je suis médecin. Et on s'est retrouvé une situation où on a fabriqué cette unité qui nous a permis de gagner les législatives dans un premier temps et puis surtout les municipales en 95. Et donc on avait le ticket Gaudin-Muselier, il était maire, j'étais premier adjoint. Et à partir de là, cette unité, on avait fait l'UMP avant l'UMP en réalité. Et ça a plutôt bien marché, très longtemps, élection après élection, au niveau local comme au niveau national. L'addition des différences amène très souvent à la victoire quand on a une vision de développement. Quelle trace il va laisser à Marseille, Renaud Muselier? Il va être. Il y a plusieurs périodes en fait dans la démarche de Jean-Claude Gaudin, du maire de Marseille. Il y a tout le premier durée de son mandat où il redresse la cité, il crée Euroméditerranée, les zones franches, le tramway, le métro. On fait remonter l'OM en première division à ce moment-là. Ça, c'est un passage très important. Et puis, la deuxième partie du mandat, c'est cette construction de l'évolution de notre cité. Et la fin du mandat est entachée par le drame de la rue d'Aubagne, qui entache la totalité de sa vie politique, finalement, puisque c'est un désastre qui lui est porté, quoi. Catherine Tricot, vous avez une question? Oui, bonjour. Vous dirigez la région et donc on vient de perdre le maire de Marseille, le maire emblématique de Marseille, pas l'actuel. Qu'est-ce que c'est le destin de Marseille, à votre avis, dans le siècle qui s'ouvre avec la Méditerranée, le réchauffement climatique? Comment vous voyez l'avenir de cette cité? D'abord, la cité, c'est la cité phocéenne, elle a 2600 ans, donc elle a quand même une belle et longue histoire. Cette histoire, très souvent, Marseille s'est fait toute seule parce que l'endroit où est placé Marseille, la situation de la vie phocéenne fait en sorte que souvent Marseille a avancé malgré les Marseillais en réalité. Et donc on est dans une situation où il y a la nécessité de structurer une métropole, de développer un port, de lui redonner un rayonnement international et de traiter ces problèmes récurrents concernant les trafics de drogue, mais qui sont nationaux, Marseille en étant un exemple flagrant. Donc Marseille a un destin euro-méditerranéen incontestable, c'est la capitale régionale, c'est ma ville, bien entendu, elle a besoin d'un développement économique fort et d'une vision stratégique qui aujourd'hui n'existe pas. Renaud Muselier, question peut-être un petit peu plus personnelle, puisque vous aussi vous êtes viscéralement attaché à Marseille. Est-ce que vous vous êtes senti trahi par Jean-Claude Gaudin qui n'a pas préparé sa succession qu'il vous avait un peu promis? Non, oui, plus que promis, puisqu'il m'avait dit que j'étais le futur maire une fois qu'on avait été élus ensemble. Donc, mais ça, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et donc, j'ai fait la part des choses. Non, la difficulté que nous avons rencontrée, c'est surtout quand nous avons gagné contre Jean-Noël Guérini, l'ancien sénateur qui a été condamné après 12 ans de travail, fait en sorte que la ville a basculé à ce moment-là dans une mécanique où
le fait qu'on travaille avec une métropole qui n'était pas de notre majorité fait en sorte qu'on ne savait plus qui était qui faisait quoi et comment ça se passait. Donc c'est Marseille et les Marseillais qui ont été trompés dans ce trafic d'élections. Et on se retrouve dans une situation où ça fait perdre une dizaine d'années faciles à la ville de Marseille, car ce n'était plus une démarche d'organisation structurelle d'élus qui avait été élu légitimement, mais le trafic entre deux groupes à l'intérieur d'une métropole pour arriver à faire avancer les dossiers qui n'avançaient pas en réalité, et nous payons aujourd'hui l'addition. Donc c'est la vie politique. La vie politique, elle est faite de grosses difficultés. Je n'en tiens aucun. Je ne veux pas Jean-Claude, c'était comme ça, hein, c'est plus fort que lui. Yves Tréhard. Bonjour Renaud Muselier, ça va? Qui va conduire la liste de la droite au municipal de 2026? Est-ce que vous pourriez la conduire, par exemple? Qui va conduire la liste? Je ne sais pas. 2, celui qui annonce son leadership automatiquement aujourd'hui, ne connaissant pas le mode de scrutin, puisqu'on nous parle beaucoup d'une restructuration de la loi PLM, et un leadership dans une loi n'est pas la même chose si on est sur les mérites secteurs tels qu'il existe aujourd'hui, ou sur une modification du scrutin avec des différentes hypothèses qu'on nous a proposées. Donc il faut faire très attention, et j'invite tous les candidats putatifs à ne surtout pas se positionner tant que cette loi n'est pas votée. Parallèlement à ça, moi j'ai dit et je répète tout le temps, je suis président de région, je suis vice-président des régions de France, je suis président délégué, je suis très heureux en tant que tel et ne m'attendez pas pour Marseille. Dernier mot. Oui, Renaud Muselier, est-ce que vous êtes favorable à cette réforme d'ailleurs de la loi PLM? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on se retrouve dans une situation où l'argument qui est présenté par M. Maillard, voire les responsables de la Macronie, qui dit « un homme, une voix », fait en sorte que c'est le mode de scrutin le plus adapté. La réalité, c'est quand on votait pour Chirac à Paris, on votait pour Chirac, et quand on a voté pour Mme Hidalgo, on a voté pour Mme Hidalgo, puis il y avait une ventilation par secteur qui permettait d'avoir une représentation équilibrée sur la totalité de la ville. Il en va de même pour Marseille. À la différence près, c'est qu'ici, nous, on a un Rassemblement national aussi très fort, et que le Rassemblement national qui n'a jamais mis les pieds dans la ville, par l'intermédiaire de ce mode de scrutin, pour lui permettre de gagner la ville, ce qui est quand même tout à fait paradoxal, alors qu'il serait minoritaire sur les secteurs. Donc on a une confrontation d'intérêts qui ne sont, me paraît, pas adaptés. Et puis j'ai une vieille expérience nationale qui fait en sorte que quand j'étais à l'intérieur de LR ou du RPR, on a souvent modifié les élections, le mode de scrutin. Il s'est avéré qu'on les a toujours perdus après les élections. Donc j'invite nos responsables politiques à pas trop tripatouiller le scrutin. Ça fait tripatouillage. On connaît les règles, on connaît le système. Je trouve qu'il est plutôt équilibré et plutôt bien fait. Et on voit bien d'ailleurs qu'on peut avoir ici à Marseille, c'est Mme Rubirola qui a été élue à l'intérieur du dispositif marseillais. M. Payan a fait tranquillement son féminicide politique, mais en attendant, il est devenu maire. Voilà, donc, est-ce qu'il y aura une alliance, Renaud Muselier, entre la droite et la majorité présidentielle pour conquérir Marseille en 2026 ? C'est ce que j'ai fait pour gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ici à Marseille, comme dans tout le sud, si vous ne faites pas l'alliance la plus large qui soit, et c'est pas tellement la droite d'ailleurs, c'est la droite, le centre et au-delà, avec les forces raisonnables de la vie politique française. J'ai des Verts raisonnables chez moi, des socialistes raisonnables chez moi. En fait, on a fait une addition hors extrême. Et c'est cette démarche populaire d'engagement politique raisonnable qui fait en sorte que dans ma majorité, j'ai 11 composantes politiques différentes, mais avec un seul groupe au conseil régional. Et je crois que c'est cette addition de différences qui fait la victoire. Sans cette addition, aucune victoire possible. Un dernier mot, Renaud Muselier, sur Jean-Claude Gaudin. Est-ce que la région a prévu quelque chose pour lui rendre hommage, puisque le siège de la région est à Marseille, et c'est Emmanuel Macron qui a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous a dit s'il serait présent à Marseille à ses obsèques ? Je suis en contact, enfin je ne sais pas exactement, je sais qu'il y a une organisation qui est en train d'être mise en place hier soir entre l'archevêché pour ce vendredi ou samedi, et que c'était en discussion avec l'Élysée. Je ne connais pas l'agenda du président, je l'ai eu par SMS dimanche matin, mais aujourd'hui on est dans le recueillement. Quant à l'hommage qui sera fait par la région, nous avons bien entendu mis nos drapeaux en berne, ouvert des cahiers de condoléances.
et nous choisirons un lycée marseillais qui portera son nom. Et bien sûr, nous rendrons hommage, parce qu'il a été président de région, lors de la future plénière. Merci. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été avec nous pour cet hommage à Jean-Claude Gaudin que vous avez bien sûr extrêmement bien connu. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être Yves et Catherine sur Jean-Claude Gaudin, sur ce qu'il représentait. Ben, il représentait beaucoup. D'abord, il était un grand symbole, et puis il y avait sa faconde, son accent, tout ça. Simplement, ce qu'il faut savoir, et Renaud Muselier le sait mieux que quiconque, Jean-Claude Gaudin a quitté la scène politique amère, très amère, parce que il y a eu l'histoire de la rue d'Aubagne avec ces immeubles qui se sont effondrés, et il a été accusé, entre guillemets, enfin, on lui a dit vous n'êtes pas suffisamment occupé de la vétusté des immeubles de votre ville. Pareil pour ce qui est du trafic de drogue. En fait, il a jamais, par exemple, il faut le savoir, très longtemps, Jean-Claude Gaudin a été hostile à l'établissement d'une police municipale. Il y a eu un procès en immobilisme, d'une certaine façon, qui lui a été fait, qu'il a très très mal vécu à la fin de sa vie. Ça l'a miné, je peux vous le dire, parce que je l'ai beaucoup vu. Ça l'a miné, et c'est dur pour quelqu'un qui a eu 25 ans ou 26 ans, je ne sais plus, de mandat. Il a fait un mandat de trop, c'est ce que certains disent. À Marseille, ouais, à Marseille, il a fait 4 mandats. Hein. C'est ce que disait notamment Renaud Muselier. C'est ce que dit Renaud Muselier. Et quitter la scène comme ça, quand vous avez été rayonnant, et puis que vous partez sur des suspicions d'immobilisme, bon, bah, c'est jamais agréable. Hein. Un mot, Catherine. L'hommage de Renaud Muselier, je l'ai trouvé un peu en demi-teinte. Si vous écoutez la réponse qu'il fait sur les projets de Marseille, il dit quand même que Marseille, il faut qu'elle développe son port, il faut qu'elle développe sa visée européenne et méditerranéenne. Il faut que... Enfin, il trace des voies pour le développement de Marseille. Pour quiconque va à Marseille, enfin, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que c'est quand même la seconde ville de France et qu'elle est atrophiée. C'est-à-dire qu'elle a un centre qui est très petit, peu de relations avec le reste du territoire, pas beaucoup d'emprise et d'ampleur dans son développement. Et en effet, la question de la vétusté de la rue d'Aubagne et donc du vieux centre de Marseille, mais aussi celui des écoles, quand même. Je veux dire, l'État a pris la main sur les écoles parce qu'on est dans un état mais vraiment de dégradation très avancée dans les écoles. Donc il y a un problème à Marseille en tout cas, à tout le moins, que M. Gaudin n'a pas su résoudre. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est sans doute pas coupable de tout, mais la situation de Marseille est quand même inquiétante et doit être reprise en main, je ne dis pas reprise en main par l'État, mais en tout cas, il faut redonner un destin et un sens et une visée à Marseille et des moyens nouveaux. Certes, pour rester sur une note positive quand même, parce que bon, non mais il a quand même fait des choses. Hein. Par exemple, tout le quartier des Docks, je ne sais pas si, enfin, ceux qui connaissent Marseille, c'est quand même assez extraordinaire. Après, on peut ne pas aimer, mais il faut voir dans quel état c'était. Hein. C'était les Docks, c'était vraiment... donc il a refait ce quartier de façon... bon, c'était bien d'avoir fait ça. Il a fait le métro, il y a eu le Mucem, enfin il y a eu beaucoup de... Marseille a beaucoup changé. Et Marseille, qui était une cité, on l'appelle la cité phocéenne, comme tous les commentateurs de football, mais qui avait plutôt une sale réputation, j'en sais quelque chose, dans les années 70-80, Marseille est complètement transformée aujourd'hui. Marseille, est-ce que c'est une ville coupée en deux? C'est une destination touristique aujourd'hui, Marseille. Marseille a une image attrayante. Non, attendez, on peut en parler. Je peux vous en parler longuement. Moi aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Marseille, aujourd'hui, vous avez beaucoup de Parisiens notamment qui vont avec une résidence secondaire à Marseille. Vous avez beaucoup de sociétés qui sont implantées à Marseille, alors que Marseille était un désert entrepreneurial. Chiffre à l'appui. Donc il y a eu quand même des choses qui ont été faites et qui ne sont pas toutes à mettre d'ailleurs au compte de Jean-Claude Gaudin, parce qu'une des raisons du désenclavement de Marseille sur le plan national, cette fois, c'est évidemment l'arrivée du TGV qui a tout changé. Est-ce que juste il y a une fracture, il y a deux Marseille, il y a une fracture territoriale? Non, mais Marseille a cette particularité, c'est la ville la plus étendue de France. Oui, quand vous êtes à la plage ou à la baie des Singes à Marseille, vous êtes à 50 km de l'Estac et vous êtes toujours dans la même ville. Et vous êtes dans des zones qui sont des zones complètement
presque désertique, au sens où il n'y a pas d'habitation et tout, et vous êtes encore dans un arrondissement. Et puis vous avez, et c'est là où Jean-Claude Gaudin d'ailleurs a eu, je me souviens très bien des émeutes de 2005, je dis à Jean-Claude Gaudin, mais c'est bizarre, dans votre ville, vous n'avez pas eu d'émeutes. Il me dit oui, parce qu'on a un réseau associatif et tout, qui est extrêmement implanté, mais non, il n'avait pas de réseau associatif plus implanté qu'ailleurs, simplement vous aviez les barons de la drogue qui tenaient leurs gamins, non mais c'était tragique, et qui ne voulaient pas qu'ils mettent le bazar, parce que s'ils mettaient le bazar, ils désorganisaient le trafic de drogue. Donc, non, la drogue est un véritable fléau à Marseille, bien plus qu'ailleurs. Hein. Un dernier mot, Catherine. Oui, on a un centre-ville qui s'est transformé et en effet, comme vous dites, c'est une action de longue durée et qui n'est pas que portée par la municipalité de Marseille. Non. Donc ça, tout à fait, en effet, les docks et le Vieux-Port et tout ça, tout le monde est très content quand on vient de Paris en TGV pour aller le visiter. Le reste de la ville de Marseille, je m'excuse, mais n'a pas subi les transformations. Le tramway est concentré dans le centre de Marseille et ne relie toujours pas les quartiers nord, qui ne sont toujours pas desservis par les transports en commun. On va aller en Nouvelle-Calédonie, puisque, évidemment, une semaine après le début des affrontements, la situation reste tendue sur place, même si Emmanuel Macron salue de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre. On voit ça avec Cécile Sixou. Retour au calme en Nouvelle-Calédonie après une semaine d'émeutes et 6 morts dont 2 gendarmes. Un apaisement précaire, fragile selon Gabriel Attal, pour qui il reste du chemin avant le retour à la normale. Emmanuel Macron a lui décidé d'envoyer des militaires supplémentaires, 600 au total, pour protéger les bâtiments publics. Car sur l'archipel, les émeutiers restent déterminés. Ils demandent le retrait de la réforme électorale qui a mis le feu aux poudres. Elle ouvre le vote aux natifs et individus résidant depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Tout ce que vous entendez, qu'on est essoufflé et tout là, on n'a pas essoufflé nous. On attend que ce texte-là soit retiré parce que ce texte-là, c'est l'élimination du peuple kanak. Déjà qu'on est minoritaire, s'ils font passer ce texte au congrès de Versailles, nous on est foutus. C'est ça qu'ils ne comprennent pas là-bas. Déjà on est minoritaire chez nous. Malgré les démantèlements de 76 barrages entre l'aéroport et la ville de Nouméa, l'aéroport reste fermé jusqu'à jeudi, faisant craindre des pénuries. Je viens chercher essentiellement des nouilles et du riz parce que j'ai été à Cap-Fraîcheur avant-hier, on a essayé, il n'y avait plus rien. Et là, on arrive à rupture de stock. Les ressortissants néo-zélandais et australiens pourront quitter l'île aujourd'hui par avion. Leurs gouvernements ont organisé des vols d'évacuation. Alors Emmanuel Macron veut rassurer Yves en saluant de nets progrès dans la sécurité, mais on le voit et on l'entend, ces témoignages, la situation reste tendue. Est-ce que la seule sortie de crise est de retirer cette réforme constitutionnelle ? Je ne sais pas s'il faut la retirer, mais en tous les cas, il faut impérativement que le président de la République ne convoque pas le Congrès immédiatement. Il n'y a aucune raison à cela, il faut qu'il restaure le dialogue. Il faut avoir en tête le calendrier. Les élections provinciales doivent avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2025, c'est-à-dire d'ici à 1 an et demi. Et il a le temps, si vous voulez, de convoquer le Congrès pour faire entrer la réforme dans la Constitution d'ici à plusieurs mois. Il n'est pas obligé de se presser comme ça. Je pense que c'est la moins bonne des solutions et que ça ne peut que tendre la situation sur le territoire calédonien. Simplement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'entends plein de choses qui sont complètement décalées sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un problème très singulier, la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on va nous raconter, comparaison avec l'Algérie, avec tout ça, mais les gens sont complètement à côté de la plaque. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Simplement, je pense que le gouvernement et l'exécutif a des responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas suffisamment fait attention justement à l'équilibre social de cet archipel. Il connaît vraiment bien le dossier calédonien. Il y a quelqu'un au gouvernement aujourd'hui qui connaît bien ce dossier calédonien. Écoutez, Gérald Darmanin, il y est allé 7, 8, 9 fois. Hein. Je ne sais plus combien, mais il y est allé souvent. Non, ce qu'on peut reprocher, c'est au Premier ministre de ne pas le connaître, mais après tout, mais il aurait peut-être dû s'en inquiéter davantage. C'est que c'est vrai qu'il est d'usage, ça c'est la jurisprudence entre guillemets Rocard, que ça soit géré depuis Matignon. Mais vous savez, l'équilibre qui avait été trouvé par Rocard, moi j'en ai parlé longuement avec Rocard, hein, parce qu'on a fait des émissions de radio là-dessus et tout. Faut voir comment il avait travaillé ce sujet-là. Il avait convoqué
il avait convoqué toutes les religions, il avait convoqué la franc-maçonnerie. Parce qu'il faut savoir que les interlocuteurs de l'époque avaient tous une particularité. Chibaou était un ancien curé, par exemple, un ancien curé catholique. Donc il y avait toute une harmonie là-dedans qui avait été mise en place et qui s'est peu à peu dissipée, avec des problèmes nouveaux qui se posent aujourd'hui, qui sont des problèmes qui relèvent, je dirais, un peu de l'émeute. Davantage que ce qui se passait il y a 40 ans. Moi, je suis rentré dans le métier avec ça, moi. Ah, Catherine. Enfin, aujourd'hui, c'est grave. Il y a 40 ans, c'était aussi très grave, quand même. Personne ne le nie. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la forme de l'expression de la révolte, elle est différente. Mais il y a 40 ans, c'était quand même une situation complètement catastrophique. Moi, je crois qu'en effet, comme vous venez de le dire, Yves, les voix commencent à se lever de plus en plus, puisqu'on a vu que la maire de Nouméa a pris position pour le report de la convocation du Congrès. Yaël Braun-Pivet en a fait de même, la présidente de l'Assemblée nationale. Donc on a des gens qui sont plutôt du camp de la Macronie. Les deux femmes, en l'occurrence, sont des soutiens d'Emmanuel Macron et prennent position pour qu'on arrête de mettre la pression comme ça sur le thème « vous vous mettez d'accord en 15 jours ou alors je convoque ». Je ne sais pas, Emmanuel Macron, il a un truc bizarre dans sa manière de concevoir la façon de faire avancer le pays. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut brusquer un peu les choses, brusquer les sociétés, brusquer les corps intermédiaires. Non, s'il n'y a pas eu d'accord depuis des années, il n'y en aura pas un dans 15 jours. Donc il faut prendre le temps et en effet, comme vous venez de le dire, probablement le prendre au bon niveau et avec les bons interlocuteurs. C'est-à-dire que... Au bon niveau, c'est quoi? C'est Matignon? Bon niveau, absolument. Ça, c'est certain que je pense qu'il y a un symbole. Ça ne peut pas être le ministère de l'Intérieur qui traite la question calédonienne, quel que soit. Ça, en l'occurrence, je ne me positionne pas sur Gérald Darmanin en tant que personne et sa connaissance du dossier. Mais symboliquement, ça ne peut pas être le ministre de l'Intérieur. Ça me paraît tout à fait clair. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, je pense qu'il faut arriver à ne pas mettre des personnes qui sont identifiées politiquement comme étant dans un camp. La question on s'oppose, les indépendantistes, à ceux qui veulent s'opposer à l'indépendance. On ne peut pas imaginer, par exemple, que ce soit Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet qui conduisent la médiation, puisque tous les deux sont opposés aux indépendantistes. Donc il faut, ce que vous avez rappelé à propos de la façon que Michel Rocard avait eu de prendre les choses, c'est-à-dire de prendre par la société civile et au-delà des positionnements politiques, et c'est à ce niveau-là. Et j'ajoute que l'enjeu, c'est d'imaginer qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison de dire que ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ni en taille, ni en époque. On n'est pas du tout dans cette situation, et ce que je crois, c'est qu'il faut essayer d'inventer ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie et la citoyenneté kanak dans le monde d'aujourd'hui. Et on aura évidemment l'occasion de reparler de ce dossier. On va ouvrir notre page consacrée aux élections européennes. Et jusqu'au 9 juin, jour de l'élection, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et leur programme. Adrien Pain et Noah Bergot sont allés rencontrer Guillaume Lacroix et lui poser 3 questions. Guillaume Lacroix, c'est le président du Parti radical de gauche, à la tête de la liste Europe, Territoire, Écologie. Nous sommes candidats avec la liste Europe, Territoire, Écologie parce que d'abord nous représentons la gauche qui n'a pas souhaité être dans la NUPES, un centre-gauche républicain, laïque, universaliste, pro-européen, ancré dans les territoires. Nous nous présentons parce que nous faisons un rassemblement et que c'est attendu. Cette liste, c'est 7 formations politiques qui partagent les valeurs essentielles et qui construisent un projet du quotidien et du réel. Et puis nous nous présentons parce que notre liste, c'est Lydie, députée européenne et cuisinière de lycée. C'est à la fois Patrick, maire rural. C'est aussi Philippe, agriculteur. C'est Annick, prof d'université. C'est Kamel qui s'occupe des personnes âgées. Notre liste, c'est aussi une liste de gens qui parlent à la France parce qu'ils y vivent et qu'ils y travaillent déjà. Et je crois que le radicalisme de gauche est plus utile à la France que les débats woke, que les débats communautaristes, que les débats identitaristes, que les débats sur le barbecue. Je crois qu'on a besoin de revenir pour parler de choses sérieuses, de valeurs et d'une conception de la démocratie et de la République qui manque cruellement aujourd'hui dans le débat public. Il n'y a qu'une liste de gauche qui vous parle de République, de laïcité, d'universalisme dans cette campagne, c'est Europe, Territoire, Écologie. Il n'y a qu'une liste qui est composée de femmes et d'hommes qui sont réellement tous ancrés dans les territoires, qui défendent les réalités et les identités régionales, c'est Europe, Territoire, Écologie.
Une Europe nécessaire, mais qui aujourd'hui manque à ses obligations. Une Europe que nous voulons renforcer. Une Europe que nous voulons renforcer pour qu'elle nous protège. C'est le slogan de la liste que je porte. C'est-à-dire une Europe qui soit capable d'être véritablement plus active sur des sujets essentiels, comme par exemple le médicament. Aujourd'hui, dans nos pharmacies, on ne trouve plus parfois et souvent de paracétamol, d'amoxicilline, voire de médicaments dans le traitement du cancer ou du traitement du diabète. Et pourtant, on explique aux gens que l'Europe est la première puissance mondiale. Eh bien, nous, on répond que dans ce cas-là, si on a su faire des avions et des fusées, dans le cadre d'Airbus, eh bien, dans le même cadre, un cadre de dérogation aux règles européennes, on va pouvoir fabriquer des médicaments. C'est une réponse concrète à une Europe tangible. Sur les questions républicaines et laïques, clairement, nous sommes assez seuls en Europe, mais c'est aussi cela qu'il faut aller défendre au Parlement européen. Il est important qu'il y ait des députés pour parler de ces valeurs-là, mais il y a des formations politiques, évidemment, dans d'autres pays européens qui sont plutôt social-démocrates, plutôt, évidemment, dans la défense des territoires et des réalités régionales, et c'est avec eux que nous allons travailler. La mesure la plus emblématique, c'est l'Airbus du médicament, cette idée que nous voulons que l'Europe permette la production, la recherche, le développement des brevets communs pour que nous ne soyons plus dépendants pour nos traitements. La deuxième, parce que je vais vous en proposer deux, c'est le logement. Nous proposons de rajouter au pacte vert un volet logement qui permette de créer un statut de résident qui autorise les gens qui travaillent dans les métropoles ou les zones tendues à pouvoir s'y loger. Ça vous donnerait une droit de priorité pour pouvoir accéder à l'achat de votre domicile principal. Et voilà pour Guillaume Lacroix, qui est donc le président du Parti radical de gauche, candidat pour la liste Europe, Territoire et Écologie, une des nombreuses listes de gauche. On a envie de dire, Catherine Tricot, d'un PRG qui était traditionnellement allié au Parti socialiste. Il est un peu le symbole de l'éclatement de cette gauche aujourd'hui. Ah, tout à fait. En effet, c'est quand même assez étrange de le voir faire cavalier seul, alors qu'il sait très bien qu'il a quand même à peu près aucune chance. Mais donc l'enjeu de l'affirmation de l'existence de son parti... plus probablement que des propositions qu'il entend porter, parce qu'on a entendu qu'il nous parle de médicaments, et à raison, c'est un vrai sujet, mais enfin, ça ne suffit pas à justifier une liste. Non, ce que je note, c'est que la gauche, en fait, a été réunie en 2022, au moment des législatives, avec une certaine efficacité électorale autour du programme de la NUPES, mais probablement dans une méthode qui n'a pas permis que ça se prolonge. C'est-à-dire que ça a été fait quand même un peu, probablement au forceps, et du coup, la mécanique s'est enrayée relativement vite, c'est-à-dire que ça n'a pas débordé le cadre de l'Assemblée nationale, ce n'est pas devenu une force politique dans le pays. Enfin, la NUPES est restée une alliance au niveau législatif et n'a pas pris la dimension qui fait que quand ça a tourné, tout a explosé assez rapidement. Et aujourd'hui, on voit que la dynamique de vote utile, qui avait été celle qui avait bénéficié à Jean-Luc Mélenchon, pourrait bénéficier cette fois-ci à Glucksmann. Mais au fond, à chaque fois, ce n'est pas des dynamiques de conviction. Enfin, ce qui fait l'unité de la gauche reste. Le peuple de gauche, ça existe. Mais par contre, on peut voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Glucksmann. Ça ne pose pas tant de problèmes que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les divergences ne sont pas si claires et si identifiées que ça. Et c'est le vote utile qui commence à être le mode de fonctionnement à l'intérieur de la gauche qui est très bizarre et très nouveau. Yves, Raphaël Glucksmann, c'est un vote utile ou c'est un vote anti-Mélenchon? Ou les deux? Moi, je suis, contrairement à Catherine, entre Glucksmann et Mélenchon, ils disent pas du tout la même chose. Sur l'Europe, ils sont complètement opposés. C'est comme si on compare Macron avec Le Pen. Ils sont complètement opposés sur l'Europe. Enfin, il y en a qui est plutôt très européen, européiste, presque fédéraliste, mais c'est un gros mot, donc ils le disent pas. Et alors que les autres sont plutôt souverainiste, assez éloigné, je dirais, d'une intégration plus poussée de l'Europe. Le problème, c'est que l'éclatement que souligne avec raison Catherine sur la gauche, il est le même à la droite. À droite, vous avez vu, vous avez un éclatement pareil, sauf que vous avez un parti dominant. Qui s'appelle le Rassemblement National et qui domine vraiment la compétition. Alors qu'à gauche, effectivement, Glucksmann tire ses marrons du feu, les marrons du feu de plusieurs, je dirais, il y a plusieurs motifs à ça. Il y a effectivement le rejet du discours de Mélenchon, qui est un rejet franc, qui apparaît de plus en plus quand on regarde un peu les études d'opinion. Mais vous avez aussi le rejet de la liste du camp présidentiel, enfin d'Emmanuel Macron. Et je pense que Raphaël Glucksmann accueille chez lui, sur sa liste, enfin sur
sur son nom et sur sa liste des suffrages, des déçus de l'un et de l'autre bord, si vous voulez. Plus son équation personnelle qu'il faut quand même défendre. Il a un discours qui est... après, on peut ne pas le partager, mais il est plutôt assez sincère, je dirais. Il a des accents de sincérité, et ça plaît toujours aux électeurs. Donc, c'est un combat, je dirais, qui est le sien, l'Europe. D'ailleurs, il était déjà là il y a 5 ans. Il peut incarner une alternative à gauche aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, par rapport à Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vient de dire Yves Tréhard. D'une certaine manière, pour l'instant, Glucksmann rassemble des gens qui se reconnaissent alors dans la gauche, qu'ils aient soutenu à un moment donné Emmanuel Macron ou qu'ils aient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui, d'une façon générale, se reconnaissent à gauche. Mais quel est le projet de la gauche et sur quoi il est inscrit, comment il se structure et comment il peut rassembler et dynamiser le camp de la gauche? Pour l'instant, on n'y est pas. Raphaël Glucksmann rassemble plutôt des déceptions que des enthousiasmes. Un dernier mot. Oui, c'est quand même une des surprises du scrutin. Alors, de la campagne. On a oublié une dimension, c'est que il y a 5 ans, il y avait une liste tirée d'écologistes avec Yannick Jadot qui avait fait un bon score d'ailleurs. Et là, l'écologie est très en retrait. Donc il gagne aussi sur ce front-là. Il gagne aussi, semble-t-il, sur... Mais en n'augmentant pas le total des voix de gauche, est-ce que vous dites? C'est juste qu'il y a une autre répartition à gauche. Voilà, il y a une autre répartition qui se fait. La gauche reste très très faible, elle reste aux alentours de 30%. Si on met tout le monde ensemble, c'est pas beaucoup. Non. On continuera évidemment à parler de cette campagne. On va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux avant de se quitter, comme tous les jours. C'est avec Alex Poussa. Alex, on commence par la disparition de Jean-Claude Gaudin. Ça fait évidemment la une des quotidiens marseillais. Et oui, il était Marseille, titre aujourd'hui le journal La Provence. La fin d'un monde pour la Marseillaise. Une histoire marseillaise à la une du journal Var Matin. L'ancien maire de Marseille s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Il avait dirigé la cité phocéenne pendant 25 ans. Mais Jean-Claude Gaudin, il faut le dire aussi, a également été vice-président du Sénat, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore ministre de la Ville sous Jacques Chirac. À Marseille, il laisse derrière lui le MUCEM, le musée des civilisations de la Méditerranée, un vieux port plus ouvert aux piétons et un stade vélodrome rénové. La principale ombre au tableau, l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne en 2018. Un drame qui a mis en lumière le problème des logements insalubres à Marseille, un problème qu'il n'a pas su résoudre. À la une de la presse régionale, également la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, le Dauphiné libéré titre sur la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les dirigeants du Hamas pour l'attentat du 7 octobre, mais aussi contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour les bombardements sur Gaza. Les États-Unis ont réagi en dénonçant un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement israélien. La France, elle, a déclaré, je cite, soutenir la Cour pénale internationale. Le secteur de la restauration est dans le rouge à un mois du début de l'été. Et oui, les restos jouent leur peau, titre le journal Sud-Ouest, frappé par l'inflation, mais aussi par une désaffection des clients. 7200 restaurants ont mis la clé sous la porte l'an dernier, soit 44% de faillites supplémentaires par rapport à 2022, en cause des charges trop élevées. Le président de la branche restauration de l'Union des métiers de l'hôtellerie a fait les calculs, je le cite, à la fin, une fois toutes les charges réglées, il reste en moyenne 1% du chiffre d'affaires aux restaurateurs pour se payer un salaire. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne se rémunèrent pas. Allez, on termine avec une nouvelle qui vous fait plaisir, Alex. On parle du foot, à la une du Télégramme. Avec le retour des héros du Stade brestois à la une du Télégramme, sur le retour des joueurs du Stade brestois sur la pointe du Finistère. Les joueurs se sont qualifiés, on le rappelle, dimanche soir in extremis à la 3e place de la Ligue 1 et donc une place qualificative directement pour la Ligue des Champions. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du club breton. Ils ont donc été accueillis hier en apothéose à l'hôtel de ville de Brest et une première historique en Coupe d'Europe, mais ils joueront l'an prochain normalement la Coupe d'Europe dans le stade de Guingamp, car le stade de Brest n'est pas homologué pour la Coupe d'Europe. Bon, vous irez quand même à Guingamp. Évidemment. La une du Figaro, c'est la loi fin de vie. Yves, les députés font tomber les garde-fous. Oui, il y a eu des aménagements qui ont été apportés et qui finalement ouvrent davantage l'accès à cette possibilité de la fin de vie, du suicide assisté.
Et c'est les européennes, toujours à la une de Regard. Et si on évitait la catastrophe? Oui, avec à la fois une catastrophe politique et une catastrophe politique au sens de la poussée de l'extrême droite et puis sur l'approche du projet européen qui se veut de plus en plus fermé. C'est à lire dans Regard. Merci Catherine Tricot, merci Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Merci Alex et merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.